Les feux de Guédelon. Bonjour Aurélie. Bonjour Johan. Et bonjour à tous. Bienvenue pour notre 6e rendez-vous. Alors là, nous sommes avec Aurélie Lavanière. Là, on est dans ton antre, l'atelier des vanniers. Alors, tu es en train de faire un nouveau panier? Oui, tu te souviens, tu m'as croisé la dernière fois en face des saules. Eh oui. Et j'avais de l'osier sur l'épaule. Donc cet osier, depuis, je l'ai mis dans l'eau une petite semaine parce qu'il faut l'assouplir avant de le travailler. Alors, tu fais des paniers, tu fais des nichoirs, il y a des tas de jolies choses. Et surtout, là, nous avons les mannes. Oui, voilà, utilisés partout sur le chantier, tu le sais bien puisque tu l'utilises toi-même. Eh oui. On va mettre tous nos matériaux. Et Et on le c'est, sait qu'au Moyen-Âge, grâce aux enluminures, ils l'utilisaient. Et oui, et c'est beaucoup moins lourd que les seaux en bois. Hein, donc, en fait, l'osier et le saule, ça sert surtout à faire des paniers. Alors, pas seulement. Tout ce qui est écorce, feuilles, graines, on va les retrouver en pharmacie, par exemple l'aspirine. Figure-toi qu'on a extrait l'acide salicylique dans le saule au XVIIIe siècle. D'ailleurs, Hippocrate déjà préconisait de prendre en tisane ces feuilles et ces écorces contre la douleur. Donc, il n'était pas loin de la réalité. Tu vois cet arbre, et sans parler des fleurs, justement, nous qui aimons bien nos abeilles, en apiculture, les chatons, c'est bien d'ailleurs, c'est mignon, ces fleurs s'appellent les chatons, bourrés de pollen et de nectar. Voilà, donc tu vois, cet arbre, il est emblématique, il sert à tout. Bon, bah formidable. Eh ben, merci de nous avoir fait découvrir un nouveau trésor de la nature. Je t'en prie. Et en parlant d'arbres et de bois, eh bien, on va tout de suite retrouver Nicolas le charpentier. À bientôt. Merci Aurélie, Au à revoir. bientôt. Alors, comme vous le savez, dans les Feux de Guédelon, on aime bien vous faire découvrir des lieux un petit peu secrets du chantier. Eh bien, je crois que Nicolas nous attend, nous a donné rendez-vous dans un tout nouvel atelier. Allons voir ensemble de quoi il s'agit. Nicolas, Tiens, salut Johan, ça va? ça va et toi? Alors dis-moi, où est-ce que tu nous entraînes cette semaine? Eh ben là, on est dans un nouvel atelier pour l'année prochaine, donc, qui comprend une coutellerie où on est là, et de l'autre côté, un atelier de charron. Alors d'accord, double atelier. Ouais, Alors ici, c'est plutôt l'espace de Clément qui va Ouais. développer donc sa coutellerie. Et toi, à côté, tu vas faire quoi? charron. Donc le charron, c'est ce qui concerne les attelages, donc fabrication, réparation des roues, des tombereaux, des chariots, des trinquebales, etc. Ah oui, tout ce qui concerne les engins de transport. Ouais. Et là, il y a une vraie demande sur le chantier, puisqu'on Ouais. utilise tous les jours ces engins de transport. Mais toi, tu étais déjà charron avant? Non, alors c'est une passion que j'avais avant en Guédelon, avant de venir ici. Et j'ai rencontré un ancien charron, donc, on a bien sympathisé. Il s'est proposé de venir me former, de réparer des chariots ensemble. Et voilà, j'ai été Bon, formé comme ça. Très bien, alors on va avoir un nouvel atelier. Ouais. Alors évidemment, tout ce qu'il y a autour du bois, ça n'est pas seulement la charpente, mais Non. il y a tout ce qu'on vient d'évoquer. Enfin, il y a les engins de transport. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a les échafaudages, les coffrages, les planchers, les portes, les coffres, les engins de levage. Donc c'est assez complet. Donc tout ça, finalement, c'est englobé un peu dans le métier de charpentier. Voilà, ouais. Et sinon, on reste par exemple sur notre morceau de chaîne là, que tu as marqué, qui va finir donc sur la charpente en poivrière. Alors évidemment, pour l'emmener jusqu'à la tour, on pourrait prendre ou la charrette ou le trinqueball. Trinquebale, ouais. Mais comment on va faire pour le hisser ensuite? Et ben après, on a la cage à écureuil, Eh oui. donc, qui est reliée avec une chèvre. Donc une chèvre, c'est comme une grande échelle avec une poulie à son sommet. Mhm. Tout ça, c'est relié avec des cordes, des mouflages, etc. Et on peut hisser les presque 18 tonnes de bois là-haut. 18 tonnes. Ouais. Ah oui, parce qu'on a combien de pièces déjà sur notre charpente? 265. 265 morceaux de chaîne, dont une pièce maîtresse qui est un entrée, c'est Ouais. ça, là, une grande poutre centrale, Ouais, ouais, ouais. qui pèse combien? Qui fait environ 450 kg et 10 mètres de long. 10 mètres de long. Mm. Et tout ça monté avec notre cage à écureuil. Voilà, une seule personne dans la cage à écureuil suffira à monter cette pièce. Bon, bah écoute, j'ai hâte qu'on découvre ton nouvel atelier. Et puis bah, nous, je crois qu'on se revoit bientôt pour la suite de la charpente en poivrière. Ouais, Et ben merci de nous avoir fait découvrir un nouvel atelier. À bientôt, Nico. salut. Salut. That is the question. Florian, Johan, tu sais que nous aimons bien raconter à nos chers visiteurs que pour construire un château fort au XXIe siècle, il a fallu évidemment demander l'autorisation d'un permis de construire. oui, qui a été obtenu à Guédelon en 1997. Et est-ce qu'au Moyen-Âge, on aurait eu besoin de demander à quelqu'un un permis de construire? Eh bien, oui, sauf que ce n'est pas un permis en papier. C'est une autorisation que donne un seigneur pour que son vassal puisse bâtir château et avoir fief avec les droits qui sont liés au fief. Alors, le seigneur de Guédelon, son suzerain direct, c'est Jean de Toucy.
Donc c'est lui qui va lui légitimer la construction de son château. Et Jean de Toucy lui-même, c'est le roi de France qui lui donne l'autorisation de construire ses châteaux. D'accord, mais est-ce que tout le monde respecte cette règle? Eh ben non. Non, non, autour de l'an 1000, 11e et 12e siècle, beaucoup de seigneurs vont s'arroger les droits de bâtir des châteaux et d'avoir des droits en fait qui sont comme des droits royaux. On a un exemple, ici on est en Puisée. Puisée, c'est donc notre région de Bourgogne. Eh bien, une famille, la famille des Renards, s'installe un peu au nord de la Puisée et vont bâtir un château totalement illégitime sans demander l'autorisation. Ce sera le village de Château-Renard. Et tiens-toi bien, cette famille non seulement construit un château, mais en plus va rançonner les abbayes, se comporter vraiment comme des seigneurs brigands, à tel point que Louis VI va passer un temps fou à essayer de juguler ces seigneurs récalcitrants en jouant sur une autre famille, la famille des Courtenay, qui va privilégier justement pour évincer petit à petit le pouvoir des renards. Les renards, donc. Alors, peut-être c'est un rapport avec ce fameux roman de renard, qui a été un des grands best-sellers du Moyen-Âge. Et tu sais d'ailleurs que ce renard a eu tellement de succès que c'est passé dans le langage courant et ça a remplacé le mot de goupil, qui était le nom du renard au Moyen-Âge. Exactement. Ce roman finalement fait la satire de seigneurs très malins qui font en sorte d'obtenir pour eux-mêmes en fait une quantité de droits. C'est peut-être effectivement une des inspirations de ce roman qui va être réécrit et passé dans la tradition populaire pendant des siècles. Donc peut-être que ça vient de chez nous, de la Puisée. Peut-être de la Puisée. Eh bien nous, on vous dit justement rendez-vous en Puisée la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt Florian. À bientôt Yann.